Bonjour, bienvenue dans le podcast « L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens ». Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces rois, leurs peuples et leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et s'il vous plaît, surtout, mettez-nous plein d'étoiles sur votre application de balado favorite et laissez-nous plein de commentaires. Ça nous fait plaisir. Ceci est l'épisode bonus 67. Il n'est de richesse que d'hommes. Dans le chapitre 2 de son Histoire des Francs, Grégoire nous décrit froidement la consolidation des petits royaumes par Clovis, et je le cite. Après leur mort, Clovis recueillit leur royaume et tous leurs trésors. Ayant tué de même beaucoup d'autres rois et ses plus proches parents, dans la crainte qu'ils ne lui enlevassent son empire, il étendit son pouvoir dans toute la Gaule. Grégoire de Tours, 10 livres d'histoire, chapitre 2. Alors Grégoire ne cache pas vraiment l'immoralité assez abjecte de Clovis, qui réalise une véritable épuration à la tête des petits royaumes francs du Nord autour de 510. Si on veut être charitable, on peut dire qu'il a eu le bon goût de ne pas déclencher de guerre civile généralisée, s'en prenant aux seuls dirigeants, dont une bonne partie sont ses parents, qu'il élimine consciencieusement pour ne pas laisser le moindre concurrent capable de revenir se venger. Mais on peut tout aussi voir cette duplicité pour tromper les autres rois comme sa véritable marque de fabrique. Clovis étant capable de tout pour récupérer les possessions de ses rivaux sans antagoniser leurs hommes, qu'il compte avant tout rallier, et donc c'est moins par charité qu'il agit ainsi que pour défendre ses véritables intérêts. Car la répétition dans les 3 coups d'État spécifiques mentionnés par Grégoire du terme « leur royaume et leurs trésors » laisse peu de doute sur sa motivation dans toute cette séquence. Il n'est pas vraiment venu terrasser ses voisins pour cause de considérations religieuses ou politiques. Clovis vise systématiquement le trésor de ses ennemis pour commencer, et il s'est assuré à chaque fois de parvenir directement dans les capitales adverses, que ce soit Cambrai ou Cologne, afin de tout rafler en douceur à l'instant même où ses ennemis sont éliminés. Car un roi franc est un roi qui distribue de la richesse à ses soldats. C'est littéralement constitutif de la description de poste, comme le disait déjà Tacite sur les chefs germains de son époque, pour récompenser leur comitatus et garantir leur fidélité. Chaque roi du VIe siècle disposait donc inévitablement de coffres remplis de pièces d'or ou d'objets précieux, qui devaient le suivre dans tous ses déplacements et dont la gestion généreuse était la marque même de l'essence de son pouvoir. Aucune surprise donc que de voir Clovis s'emparer sans vergogne des richesses de ses concurrents, ni de voir combien cette thématique dégouline littéralement dans le récit. Clodéric, le fils de Sigbert le Boiteux, est abattu alors qu'il plonge les mains dans le coffre-fort pour payer son allié sur le point de le trahir. Quant à Ragnacaire, ses leudes sont soudoyés par des bracelets en cuivre maquillés comme de l'or si on en croit Grégoire. On n'est pas obligé non plus. Et c'est en jouant sur leur cupidité que Clovis détache ses hommes de leur souverain pour les mettre sous son contrôle. En réalité, il n'y a pas d'histoire d'honneur guerrier ou de tradition ancestrale derrière toutes ces luttes au début du VIe siècle avec Clovis et les autres. Il n'y a que l'appât du gain, à en croire Grégoire, moteur depuis des siècles du projet franc entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. D'ailleurs, la facilité de conquête de ces petits royaumes montre bien que tous les Leudes ne pensaient pas autrement et rejoignent simplement le Salien à partir du moment où le vent s'était mis à tourner en sa faveur. En clair, au-delà de ses astuces et de ses discours, la surpuissance de Clovis était son meilleur argument pour les convaincre de le rejoindre. C'est le Salien qui avait bâti l'équipe gagnante, et leur intérêt à court terme comme à long terme exigeait qu'ils se rallient en masse au chef à succès du moment pour profiter des prochains butins, plutôt que de s'obstiner à servir des rois de 3e zone dorénavant. C'est sans doute l'autre explication de l'intégration en douceur de ces petits royaumes, sans la moindre trace de guerre civile.
La proximité culturelle a joué, c'est sûr. Mais avant tout, c'est la proposition de valeur intrinsèque de l'équipe gagnante Clovis qui a forcément facilité le travail de sape de Serial Annexeur. D'ailleurs, on peut sincèrement se demander si dans la phrase « leur royaume et leur trésor », c'est la deuxième ou la première idée qui a eu le plus d'importance. Est-ce que vraiment Clovis cherchait à se constituer le plus gros tas d'or possible, à la manière d'un Picsou nageant dans une piscine de pièces, ou si le trésor n'était que le moyen et que c'était le royaume la fin? Et derrière le royaume, les fameux Leudes qu'on le voit convaincre personnellement dans 2 discours avec les hommes de Sigbert qui le mettent sur un bouclier, puis ceux de Ragnacair. Car le véritable problème qui va se poser à Clovis et à ses successeurs, c'est inévitablement le contrôle du nouveau royaume gigantesque, conquis au fil des années avec une population de guerriers francs littéralement ridicule vis-à-vis de la taille et de la population du territoire de la Gaule. Comment quelques milliers de soldats germaniques fidèles à leur roi barbare pourraient sur le long terme contrôler un territoire pareil? C'est peut-être là aussi l'une des vraies raisons de la rationalisation de 510 opérée par Clovis, plutôt que de se lancer dans une nouvelle guerre contre des ennemis plus lointains, Frisons, Thuringiens ou Lombards. Comment recruter et associer ultra rapidement une force de frappe directement intégrable dans son armée, en attendant que sa politique de rapprochement avec l'élite gallo-romaine ne produise ses fruits, ce qui prendra des décennies en fait. Il est probablement là le coup de génie de Clovis, d'avoir trouvé des troupes franques disponibles pour renforcer son armée, avec un minimum de sang versé, ce qui explique encore mieux ses coups d'État pleins de duplicité, mais veillant à ne pas antagoniser les Leudes de ces nouveaux royaumes. Une bonne astuce donc, mais qui porte quand même les germes d'autres problèmes futurs. Car si ces hommes sont recrutés sur une base ethnique ou au moins culturelle, ils ne viennent dès le premier jour que pour une seule motivation, l'appât du gain, ce qui va à terme devenir une nouvelle source de soucis pour le pouvoir mérovingien. Essayer de domestiquer un tigre pour vous défendre à coups de viande fraîche ne fonctionne que si votre chaîne logistique est sans défaut. Sinon, votre solution peut vite devenir un énorme problème. L'une des réponses qui va apparaître dans les prochaines saisons sera de confier des terres à ces hommes à la place de leur donner simplement du butin. Une approche très pragmatique qui permet de les satisfaire comme de justement contrôler cet immense territoire, où pas un homme du sud de la Loire, voire de la Seine, n'avait jamais vu de francs avant 486. Mais cette même solution, pratique à court terme, va se révéler redoutable à long terme. D'abord, parce que comme toute ressource, les terres à donner n'étaient pas extensibles à l'infini, et ensuite, parce qu'en créant une autre source de revenus pour ces hommes que la simple générosité du roi, leur fidélité devenait tout à coup beaucoup plus discutable et négociable. Un sac de nœuds insoluble et ingrédient déterminant de la chute de la dynastie dans 2 siècles, que Clovis n'aura cependant pas à gérer, mais qu'il lèguera simplement aux générations ultérieures, ce qui est là encore un véritable coup bas de la part du grand roi. Mais on peut aussi se demander si les hommes du XXIe siècle agissent vraiment différemment avec les générations futures. Car, que ce soit sur le rapport de l'écologie, du climat ou des dettes publiques, n'espérons-nous pas, nous aussi, et parfois en dépit du bon sens, que nos enfants et petits-enfants sauront résoudre les situations inextricables que nous laissons derrière nous?